On n'envoie pas ces devis par mail. On les remet en main propre ou en visio. En fait, je montre mon expertise. Et je permets aux gens... En fait, c'est le même principe que l'échantillon de rillettes qu'on te sert dans les allées du rayon de ton supermarché. C'est un peu le même principe. En fait, tu goûtes et ensuite tu dis « Ah tiens, c'est bon ça, je vais peut-être en acheter un pot ». Je pense qu'avant même d'essayer de trouver des clients et de trouver la technique pour trouver ses clients, il faut connaître ses clients. Et quand je dis connaître, c'est connaître leurs habitudes d'achat, qu'est-ce qu'ils font, sur quel réseau social ils traînent, c'est quoi leur rythme, leur réalité, en fait, rentrer dans leur réalité. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, et vous avez du mal à trouver vos clients. Vous vous sentez souvent découragé par les défis de la prospection. Eh bien, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. La prospection est une étape cruciale pour la survie et le développement de votre entreprise. Heureusement, il existe une multitude de façons de prospecter. Et il y a forcément une méthode qui vous correspond. C'est pour cette raison que j'ai créé ce podcast, afin de rencontrer différents types d'entrepreneurs, chefs d'entreprise, pour découvrir leur stratégie, leur méthode, leurs témoignages. Et qui sait, cela pourrait bien transformer votre approche de la prospection et rendre cette étape beaucoup plus accessible. Je m'appelle Aurélien Ibarart, je suis le fondateur de ce podcast et également de Nisnea, une société spécialisée dans la réalisation de vidéos pour les entreprises. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage et à vous laisser guider dans ce phare dans la nuit qui va vous permettre de trouver votre propre chemin vers le succès de la prospection. Bienvenue dans l'Odyssée des opportunités. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Bourguet, consultante et formatrice commerciale qui a choisi de bousculer les idées reçues sur le métier de commercial en adoptant une approche authentique et humaine. Charlotte nous raconte son parcours atypique, marqué par une carrière dans des secteurs aussi divers que l'immobilier ou encore la petite enfance. Elle partage comment son aversion pour les méthodes commerciales traditionnelles l'a poussée à développer sa propre méthode basée sur la sincérité et le respect des clients. Au cours de cet échange, Charlotte revient également sur des motivations profondes qui l'ont conduite à quitter le salariat pour se lancer à son compte, malgré les défis, notamment en tant que maman solo. Elle nous explique comment elle a su transformer ses obstacles en force pour bâtir un business aligné avec ses valeurs. Au-delà de son expérience personnelle, Charlotte dévoile ses astuces pratiques pour trouver des clients tout en restant soi-même et nous rappelle l'importance cruciale de bien connaître son client pour réussir. Elle met en lumière pourquoi la vente, loin d'être une simple transaction, est avant tout une rencontre entre un besoin et une solution. Si vous cherchez à réinventer votre manière de vendre, à mieux comprendre vos clients ou simplement à trouver une nouvelle source d'inspiration entrepreneuriale, alors cet épisode est fait pour vous. Bonjour Charlotte. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super et toi ? Bah écoute, ça va. Merci d'être là dans ce podcast. Tu es la deuxième personne à participer à ce podcast. Avec plaisir. Merci pour ta confiance, ça va être chouette. Ouais, bah j'espère bien. J'espère que je dirai pas trop de bêtises quand même. Ça devrait aller, je pense. Ça peut m'arriver des fois. Pas sûr, mais... Le podcast va donc se dérouler en 3 parties. Première partie, la découverte. Dans cette première partie, plongeons dans l'histoire de notre invité. Deuxième partie, à la conquête des clients. C'est le cœur du podcast. Troisième partie, l'impact de la vidéo pour développer l'entreprise. C'est ce que vous allez découvrir tout au long de ce podcast. Et commençons dès maintenant avec la première partie, la découverte. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon visionnage ou bonne écoute. Eh bien écoute, on va passer avec la première partie, un petit peu ton histoire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui es-tu ? Déjà peut-être présenter ton métier déjà. Qui suis-je ? Moi je m'appelle Charlotte Bourguet, je suis consultante et formatrice commerciale. En gros, j'accompagne surtout des entrepreneurs principalement, mais pas que. J'interviens aussi auprès de salariés d'entreprise et d'étudiants en école de commerce. Moi, grosso modo, je leur apprends à vendre leur offre, à trouver des clients notamment. C'est pour ça d'ailleurs que ce thème me parle complètement. Où est-ce qu'on trouve des clients ? C'est aussi une grande question qu'on me pose quasiment tous les jours, parce que c'est le nerf de la guerre. Donc voilà, donc moi j'ai été commerciale pendant 12 ans, commerciale et responsable commerciale, dans plein de secteurs différents, dans l'immobilier, dans la petite enfance. Je vendais pas des enfants, je vendais des places en crèche. Dans l'hôtellerie-restauration, enfin voilà, j'ai touché à plein de choses. Et il y a un truc qui m'a toujours un peu animé les tripes, c'est que moi, j'aime pas les commerciaux. Ouais. Mais genre, j'aime pas ça du tout.
Tu sais pourquoi ou... Ouais, je pense que globalement, ce qui me provoque cette aversion, cette allergie, c'est un manque d'authenticité. Ok. Parce que je trouve bien souvent que, déjà, il y a toute une allure physique, un petit peu, tu vois, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, le costard. Il y a toute cette dégaine-là qui colle pas la plupart du temps, qui est pas nécessaire, qui n'apporte rien, à part de te faire ficher comme vendeur, comme quelqu'un qui va venir frapper aux portes pour vendre des trucs dont on n'a pas besoin. Et je trouve que ça véhicule des a priori qui rendent pas service à mon métier et qui rendent pas service non plus aux entrepreneurs, aux gens qui créent leur entreprise, parce que ils ont l'impression que s'ils essayent de vendre leurs produits, ils vont passer pour un arnaqueur, pour un marchand de tapis. Pour un marchand de tapis, qui vont déranger, qui vont devoir forcer à la vente, etc. Parce que, voilà, un peu comme les chargistes, là, on a tous des a priori sur certains métiers. Et je dois dire que les a priori sur le métier de commercial sont malheureusement assez souvent fondés, quoi. Ouais. Donc moi, j'essaye vraiment de prendre le contre-pied, comme je l'ai pris pendant toute ma carrière, en fait, d'essayer d'être moi, peut-être un peu un ovni dans certains environnements, mais c'est pas grave. J'étais un ovni compétent et un ovni efficace. Voilà. Ouais, c'est ça, à partir du moment où tu as ta manière, mais que ta manière, elle fonctionne et elle permet de faire ce qu'il faut, c'est OK, quoi. Exactement. Mais bon, voilà, pour ça, il faut savoir qui on est, il faut savoir ce qu'on aime bien, ce qu'on n'aime pas, là où on a envie d'aller, là où on n'a pas envie d'aller, et pas se forcer. Et moi, c'est ça que j'enseigne à mes clients, c'est comment trouver sa propre méthode, son propre chemin. D'ailleurs, c'est pas forcément gravé dans le marbre, ça évolue en même temps qu'on évolue en tant qu'entrepreneur. Mais c'est important de trouver sa propre façon de faire, parce qu'il n'y a pas une seule et bonne manière de faire. Les techniques de vente des années 80, c'est bon, on en a soupé. C'est clair. Venez, on fait autre chose, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui m'anime dans mon quotidien d'entrepreneur. Donc, ça fait 2 ans que je me suis lancée. Ouais, justement, comment toi, t'en es arrivé? Enfin, qu'est-ce que tu faisais avant? Enfin, voilà, il y a le métier de commercial, on sent qu'il est là. Mais comment t'en es arrivé après de dire, bon, allez, je quitte le salariat et je me mets à mon compte et je prends mon petit bâton et j'y vais, quoi. Déjà, j'ai envie de dire qu'il y avait un terreau fertile. Ouais. J'ai un caractère... je suis quelqu'un de particulièrement... indépendant, j'aime faire les choses parce que j'y vois une réelle utilité, un réel but, et pas parce qu'on me dit de les faire, tu vois. Parfois ça colle, mais parfois ça colle pas. Malheureusement, quand t'es salarié, t'as pas trop le choix. Donc ça, c'est une première chose qui m'a donné envie. Je suis fille d'entrepreneur aussi. Mon père était formateur pendant très longtemps. Et lui, il partait beaucoup en déplacement. C'était pas du tout sur les mêmes thématiques. Lui, il était formateur en sécurité bancaire, donc rien à voir avec le commercial. Lui, c'était pour les gros commerciaux qui avaient amassé beaucoup d'argent et qui les mettaient à la banque, tu vois. Mais bon, voilà, cette passion de la transmission, cette passion de l'autonomie, vraiment de l'indépendance, ça me vient de mon père. Et aussi, j'ai conscience, parce que moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans, pas par nécessité, mais parce que j'ai très vite eu envie d'avoir les pieds dans la réalité et de gagner mon propre argent et de me confronter au monde. Forcément, là, aujourd'hui, j'ai 37 ans, j'en ai acquis des compétences entre-temps. Et vendre tout ce bagage de compétences pour 1800 balles brutes ou pour n'importe quel autre salaire qu'on a décidé de fixer sans mon consentement, quelque part, ça me paraissait pas très juste. Moi, je préfère, même si il y a des galères, même s'il y a des prises de tête, je préfère avoir la main sur ma rémunération et me dire que si je me donne tous les moyens je vais y arriver et je vais obtenir la rémunération que je trouve juste pour moi. Ouais. Après, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Ça peut vouloir dire gagner 10, 15 000 euros par mois. Oui, ça, c'est propre à chacun. Voilà, c'est ça. C'est propre à chacun. Qu'est-ce que c'est la liberté pour toi? C'est quoi ton équilibre? Et puis, derrière, tu trouves les solutions qui te correspondent, quoi. Donc voilà, il y a eu tout ça. Et le déclencheur, l'élément déclencheur, ça a été le Covid, comme pour pas mal de gens, j'ai l'impression. À l'époque du premier confinement, donc j'étais responsable commerciale chez un très gros gestionnaire de crèche privée en France. Je travaillais en Île-de-France. Et en fait, je signais des contrats à tour de bras, c'est-à-dire que j'en signais 7 par semaine quand mes collègues étaient contents d'en signer 3 dans le mois, si tu veux, à cette période-là en tout cas. Et donc j'étais à pleine balle. Et quand le premier confinement était arrivé, ça a mis un énorme coup de frein à main à mon emballement, à tout ce que j'étais, à la récolte de tous mes efforts des mois et des années précédents. Donc, grosse frustration au départ. Et rapidement, je me suis rendu compte que ce coup de frein à main, quelque part, il m'avait permis
de recalibrer ma trajectoire. Là, j'étais un petit peu... J'ai souvent cette image du bonhomme qui pédale, il va à fond. Mais il prend pas de recul. Il prend pas de recul, il a le nez dans le guidon et il y va. Alors, il sait plus trop où il va, mais il y va. Et c'est un peu l'impression que j'ai eue arrivé à ce moment-là. Je me suis dit, mais attends, oui, ok, ça se passe bien, j'ai un toit au-dessus de la tête, mon fils est en bonne santé, tout ça. Mais c'est pas ça que je veux, en fait. Moi, je veux retourner au Pays Basque, parce que j'étais déjà venue vivre au Pays Basque quelques années auparavant. J'avais dû remonter en Île-de-France, parce que je suis maman solo. Moi, j'élève mon fils totalement seul depuis qu'il est né, quasiment. Et il a 10 ans aujourd'hui. Donc, ça veut dire quelques sacrifices le long du chemin et une façon de penser la vie un petit peu particulière, je pense. Je me dis, même là, ton fils, ça doit être un énorme motivateur. C'était un énorme motivateur pour toi. Toujours, hein. C'est un moteur de dingue, hein. C'est sûr, évidemment. Parce que, voilà, maman solo, mais j'ai pas forcément envie de me retrouver... parce que je n'ai que mes revenus dans la balance, j'ai pas envie de faire des sacrifices. J'ai pas envie que mon fils il vive une vie moins qualitative que celle que j'espérais lui offrir. Donc voilà. Donc, et c'est possible d'être maman solo et de quand même pouvoir bénéficier d'une vie qui te semble pour toi correcte pour ton enfant. Alors, c'est pas sans effort, oui, évidemment. bien sûr. Et puis moi, j'ai la chance... Je pense à toutes les mamans solo qui vont regarder ça, je trouve que c'est hyper important. On est un grand club. C'est clair. On est un grand club dont on n'a pas conscience de l'existence avant d'en faire partie. C'est un peu particulier, mais on est un très grand club. Des femmes qui vivent dans des situations similaires à la mienne, de près ou de loin, j'en croise très souvent. Et bien sûr que c'est possible. Après, c'est peut-être pas possible tout le temps, c'est peut-être pas possible à n'importe quel moment. Moi, j'ai eu la chance de me lancer à un moment où mon fils devenait déjà un petit peu plus autonome. Donc, il avait quel âge à peu près ? 8 ans, parce que là, il vient de fêter ses 10 ans en avril. Bon, remarque, ça date quand même, mais là, il a 10 ans. Ça fait 2 ans que je suis à mon compte, donc depuis qu'il a 8 ans. Et donc, pour revenir à cet élément déclencheur, là, ce qui a fait que j'ai voulu quitter le salariat, c'est que donc moi, je suis restée en télétravail. Déjà, j'ai goûté au télétravail. Dangereux. Parce que pour la maman que je suis, le télétravail, c'est une pépite. C'est-à-dire que tu as le temps, entre 2 réunions ou 2 appels clients, de lancer une machine. Tu vois, tu ne tapes pas 1 heure de transport aller, 1 heure de transport retour. Ouais, déjà, c'est un gain de temps énorme, ça. C'est un gain de temps monstrueux. Et puis, le soir, tu récupères ton gosse à l'école. Ouais, t'as plus qu'à kiffer, en fait. T'as plus qu'à profiter de la fin de ta soirée, puisque tes tâches ménagères que tu te coltinais avant en rentrant du boulot, là, tu peux les faire à un autre moment qui t'arrange mieux, donc tu vis à ton rythme. Et donc ça a été vraiment un peu le goût du sang, tu vois. Et là, j'ai une question qui me vient. Toi, le fait d'avoir bossé en télétravail, est-ce que t'as quand même réussi à garder... Alors, tu devais avoir, je pense, quand même la fibre entrepreneur en toi. Oui. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit, mais Aurélien... parce qu'à l'époque, je bossais aussi en télétravail. Comment tu fais pour être organisé, pour être structuré, sans avoir quelqu'un derrière qui va dire « Ah, il fait ça après !» tu vois. Et effectivement, je pense que c'est déjà une autodiscipline. Et puis, quand t'as vraiment... Après, je suis bélier, hein, donc ça aide à pas quitter son objectif de vue. Mais quand t'as un objectif, justement, quand tu sais où tu veux aller et que tu sais pourquoi tu fais les choses, en général, ça coule. Hein. Tu vois, j'ai des étudiants, en début d'année, je leur ai demandé pourquoi ils étaient là. Il y en a plein, ils m'ont dit parce que c'était la suite du diplôme précédent et qu'en fait, on veut atteindre un chiffre après le mot bac. Il n'y a pas un réel sens. Et ceux qui sont revenus à l'école, tu vois, qui étaient salariés, mais qui ont fait le choix, qui ont pris un congé de leur entreprise, qui se sont organisés, qui se sont remontés les manches pour pouvoir revenir à l'école et qui ont un vrai but derrière, ceux-là, ils sont nettement plus investis. Je pense que c'est la même chose quand tu dois t'auto-manager, puisque c'est ça. Hein. Donc moi, juste pour finir là-dessus, tu vois, ces éléments déclencheurs, il y a eu aussi un changement de manager. Avant, j'avais un manager génial. Philippe, si tu passes par là, c'est de toi que je parle. De toute façon, il va se reconnaître. Mais donc, j'avais un manager super, avec qui on travaillait en toute confiance. Il savait que je menais très bien ma barque. Si j'avais besoin de lui, il était là. Si je faisais un truc, peut-être un peu qu'il aurait préféré que je fasse autrement, il me le disait en toute bienveillance. Et ça roulait très bien comme ça. Et quand il est parti, je me suis retrouvée du jour au lendemain avec une manager qui n'avait jamais pratiqué mon métier. Donc, qui venait des professionnels de crèche qui font un métier formidable, mais ça n'a rien à voir avec le monde du commercial, tu vois. Tu ne peux pas m'apprendre mon métier. Et quand, déjà, je suis la meilleure vendeuse de la région, la numéro 3 en France,
et que tu viens à me traiter comme une gamine, vérifier si j'ai bien fait mes devoirs, si je me suis connectée à 9h pile et pas à 9h01, et que non, ça, voilà. Et là, ça a achevé de me dégoûter parce que justement... C'était la goutte d'eau. Ouais, c'était la goutte d'eau. Et j'ai dit, bon, c'est bon, les gars, je me casse, moi, c'est bon, je retourne au Pays Basque, je vais faire ma vie comme je l'entends, et je vais... Au départ, je savais pas forcément que j'allais monter ma boîte. Les choses se sont alignées comme ça, mais parce que je pense que c'était une idée qui traînait dans un coin de ma tête depuis déjà un moment. Et là, d'un coup, toutes les planètes se sont alignées. Pourquoi ? Bien sûr. Mais du coup, pour en revenir à cette histoire de s'auto-manager, moi, je me suis retrouvée avec cette manager qui m'infantilisait complètement et j'en avais pas besoin. Je savais où je voulais aller. Donc voilà, effectivement, monter sa boîte, ça demande de l'autodiscipline, ça demande de se dire à soi-même, bah non, là, il est 9h30 quand même, il serait peut-être temps de t'y mettre parce que si tu regardes 10 minutes de plus tes réseaux sociaux ou la téloche ou le café avec les copains, bah tu vas pas rentrer chez toi avant 11h. Et puis à 11h, bon, il est un peu tard pour s'y mettre maintenant, on va attendre l'après-midi. Puis l'après-midi, je ferai une petite sieste. Oh tiens, il fait beau dehors si j'allais faire un tour. Bien sûr qu'il y a plein de parasites, mais ces parasites-là, je pense qu'on les laisse exister, soit quand on n'a pas suffisamment confiance en soi et qu'on se dit, bah je repousse à plus tard le moment difficile. Tu vois, soit qu'on n'est pas au clair vraiment sur son objectif. Ouais, bien sûr. Voilà. Et à partir du moment où tu es au clair, tu es censé pouvoir te retrousser les manches et te donner les moyens de. Ça veut pas dire être parfait, ça veut pas dire être tout le temps au taquet, mais être à son compte, ça veut aussi dire pouvoir écouter son propre rythme, travailler. Moi, ça m'arrive de travailler à 2h du matin et de pas travailler de la matinée parce que j'ai décidé que ce matin-là, j'allais aller faire du sport ou me promener, faire un plouf. Oui, tu vois, c'est ça. Mais tu vis à ton rythme, mais tu as quand même... T'es obligé de te fixer des deadlines, t'es obligé de te fixer quand même un cadre. Chacun doit pouvoir fonctionner comme il le souhaite, comme il l'entend, et trouver sa source de motivation, ce qui l'aide à tenir sur le long terme. Parce que c'est pas un sprint, hein, c'est un marathon, cette affaire. C'est un marathon qui est long, qui est très, 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 très long. C'est ça, il faut savoir s'arrêter, prendre des vivres, faire un petit stop, une petite pause de temps en temps, et se nourrir. Mais non, c'est important de s'autodiscipliner. Et du coup, comment toi, finalement, donc, avec tout ça, tous ces éléments, avec ton manager, etc., donc, tu es revenu ici. Donc, c'était quand tu étais ici que tu as fait en télétravail. Alors, j'ai commencé le télétravail en région parisienne. Ouais. Je suis arrivée ici. Bon, voilà, le travail s'est étiolé petit à petit et ça m'a permis aussi de prendre un petit peu de temps pour laisser mûrir mon idée et surtout me recentrer. Parce que quand tu as vécu toute ta vie en tant que salarié, effectivement, c'est extrêmement difficile. Enfin, extrêmement difficile. Il faut un moment de recul, un moment pour soi, qui, dans mon cas, a duré plusieurs mois. Déjà, de me retrouver moi-même, de savoir ce que je voulais plus, ce que je voulais, qu'est-ce qui est important pour moi. Je me suis fait accompagner dans cette réflexion. Une nana avec qui j'avais fait, j'ai plus son nom en tête, mais on avait fait 2 séances de travail de 2h30 en distanciel. La première séance, c'était justement pour... elle m'avait obligée à mettre des mots sur ce que je voulais et surtout sur ce que je voulais pas. Qu'est-ce que j'aime plus dans le salariat ? Qu'est-ce que je veux pas retrouver dans ma prochaine vie ? Qu'est-ce que je veux garder ? Qu'est-ce que je veux amplifier ? Bref, tu vois, un moment vraiment où tu te vides la tête, où tu laisses les idées germer. En fait, il faut savoir prendre un peu le temps. Faut pas se précipiter, je pense, parce que... Bon, même si des fois tu peux avoir un éclair de génie, faire un truc du tac au tac et que ça fonctionne, et très bien, hein, mais je pense que dans le cas de la plupart des gens, en tout cas que moi j'ai pu rencontrer sur mon chemin, il faut ce temps de recul un peu pour laisser infuser, quoi, tu vois. Non mais tu vois, moi je fais un comparatif par rapport à la nature. T'as un potager. Exactement. Tu vas prendre le temps, tu vas déjà prendre T'as les saisons. Ouais, t'as l'hiver avec un moment de repli. Exactement. Ouais, complètement. Et tu vas faire ton potager. Déjà, il faut prendre le plaisir de le faire. Il ne faut pas le faire dans la contrainte. Et puis, il faut planter des trucs que tu as envie de manger. Voilà, c'est ça. Il faut planter. Et après, il faut se dire, il y a du temps pour que ça se développe. Il faut l'entretenir, tu vois. Donc, c'est vraiment toujours pareil, ce travail de fond. Tu fais des erreurs que l'année d'après, tu corriges. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Mais moi, l'entrepreneuriat, ça me passionne. Bon, c'est pas pour rien qu'on est là tous les deux. Hein. Bah oui. Mais, moi, c'est une passion. Je peux en parler des heures. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais dans mon quotidien. Oui, bien sûr que je donne des conseils commerciaux, mais c'est aussi, au-delà de ça, des conseils sur l'entrepreneuriat parce que c'est un long chemin, passionnant, on fait plein de rencontres, des rencontres super positives. Moi, tu vois, à force, je commence à avoir mon petit squad d'entrepreneurs autour, et puis on se donne de la force mutuellement. Parce que, tu vois, moi, j'ai vu cette période, donc il y a eu ce moment de repli, de réflexion, je prends des conseils à droite, des conseils à gauche, je fais ma tambouille dans ma tête, etc.
Et puis après, il y a eu un moment où j'ai eu besoin de vider ce que j'avais dans la tête, tu vois, de le mettre sur mon ordi, de commencer à créer des supports. Enfin bref, tu sais pas trop par où tu commences, mais tu commences. Voilà, c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Et en fait, au bout d'un moment, à force de réfléchir toute seule dans mon coin, de vider tout ça sur mon ordi, sur mes cahiers et tout ça, intellectuellement, je trouve qu'on s'essouffle assez rapidement. Et du coup, donc ouais, après, c'est important de garder un cercle, parce que les collègues à la pause café, bon, des fois, on s'en plaint parce qu'ils viennent papoter, ils nous font perdre du temps, ou il y en a, on les aime pas, etc. Mais socialement parlant, c'est important. Socialement, c'est important parce que tu te nourris de l'énergie des gens aussi. Hein. Voilà, on n'est pas fait pour vivre seul dans une grotte, quoi. À la seule différence quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux choisir ces gens-là. Ouais. Quand tu es dans un travail, tu ne les choisis pas. Dans l'entrepreneuriat, c'est le réseau que tu vas te faire. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que... Et en plus, tu peux avoir des personnes différentes en fonction de ton état d'esprit, de qui tu es. Tu peux dire, bon, entre guillemets, je fais ma pause café, je vais appeler l'un, on va boire un café avec l'autre et ça va faire du bien, tu vas te nourrir. Tu vas peut-être aussi avoir des questionnements, tu vas lui pouvoir échanger. Et puis, tu as beau avoir des secteurs d'activité, des métiers complètement opposés, complètement différents les uns des autres. Au final, on vit tous les mêmes défis, on vit tous les mêmes galères, on vit tous les mêmes... on a tous plus ou moins les mêmes ambitions de vivre de son activité, de faire des trucs qu'on aime bien. Enfin, voilà, c'est... Donc, il y a plein de ponts. Et pour en revenir à comment j'en suis arrivée à l'entrepreneuriat, donc il y a eu toute cette réflexion de je veux plus ci, je veux ça, voilà, ok, très bien, mais maintenant qu'est-ce que je fais de ces ingrédients ? On a tous ce travail de réflexion. Et en fait, à un moment, je me suis dit, ok, j'ai envie d'être à mon compte, mais avec quoi je pars ? J'avais rien pour investir parce que maman solo, sans pension alimentaire, sans plan B, j'ai pas d'argent de côté, forcément. Donc pas d'investissement, pas tout ça. Ok, qu'est-ce que j'ai ? Mes compétences, ma détermination, ma personnalité. Super, et qu'est-ce que j'en fais ? Vas-y, je vais donner des conseils aux gens et on verra bien si ça plaît. Et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid, quoi. Et ça plaît ? Écoute, il semblerait. Hein. Il semblerait, ça fonctionne pas mal, Ça prend de l'ampleur, c'est long. Pour quelqu'un de particulièrement patient comme moi, parce que patience, c'est le premier terme qu'on pense quand on parle de moi. Je suis pas patiente du tout, c'est l'enfer. Mais bon, c'est un moteur. Mais du coup, ça demande du temps, ça demande... la version initiale est peut-être pas forcément optimale. Tu vas la faire grandir en même temps que toi, tu grandis. Et puis petit à petit, les clients, ils sont au rendez-vous. Et là, ça commence à bien fonctionner. Je suis plutôt contente. Parce que là, ça commence à prendre. Je fais tout toute seule. Mais après, je fais tout toute seule. On a toujours les moyens aussi, la possibilité de... au fur et à mesure qu'on étoffe son réseau, de rencontrer des partenaires qui vont venir te soutenir sur telle ou telle partie de ton activité. Et c'est mon cas d'ailleurs. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, j'en parlerai peut-être plus tard, mais avec qui j'exerce une partie de mon activité. Donc, on n'est pas forcément tout le temps tout seul, mais mine de rien, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, Canva par exemple, pour pas le citer, mais il y en a plein des outils qui sont faciles d'utilisation, qui coûtent franchement pas grand-chose. Moi, je te dis, les 3/4 de mes supports pédagogiques, la formation que je suis en train de créer, mes réseaux sociaux, tu vois, tous les visuels pour mes réseaux sociaux, etc., ça me coûte 12 balles par mois, quoi. Donc, c'est vrai que Canva, ça a été une vraie révolution. Parce que c'est vrai qu'avant, il fallait utiliser Photoshop. Oui. Si tu t'y connais... C'est difficile à prendre en main. C'est plus pro, on va dire. Oui, et puis même pour créer des sites internet, je veux dire, il y a quand même plein de... Puis maintenant, même avec les IA, la création de sites internet, c'est devenu encore plus simple. Complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plein d'outils qui sont hyper accessibles. On se présente à la bonne époque. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. On se présente à la bonne époque parce que à l'époque de mon père, par exemple, pour trouver ses clients, réseaux sociaux, ça n'existait pas. Tunnel de vente non plus. T'avais pas de micro-entreprise, donc ça coûtait cher déjà de monter sa boîte. Exactement. Ouais, en plus, oui, c'est vrai, j'y pensais même plus, mais oui, il y a ça aussi. Donc non, j'ai réussi à monter mon business en me disant, je suis partie d'un constat, qu'est-ce que j'ai ? Parce que ce que j'avais pas, je savais. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'envie, j'ai la motivation, il y a déjà deux ingrédients essentiels, j'ai mes compétences de commercial, à qui ça peut servir ? T'as trouvé. Et puis après, il suffit de rencontrer des gens, sortir de sa coquille, de sa grotte et aller au front. Et c'est pas grave si c'est pas parfait. Il y a un constat que je fais aussi, c'est que je suis tombée dans le même piège que plein de gens. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, une entreprise, c'est un nom, un logo, un site internet et des cartes de visite.
Bon, on peut relativiser tout ça. C'est pas forcément... t'as pas besoin d'avoir un nom de boîte. Moi, je me suis créé un nom de boîte qui m'a franchement jamais servi à rien. Les cartes de visite, maintenant, je les donne. On est beaucoup, je pense, à se faire avoir par ça au départ, tu vois. T'achètes un nom de domaine en te disant que ça va te servir pour ton site internet, et puis il faut lâcher 3000 balles. Enfin, je dis des bêtises, mais il faut lâcher de l'argent pour pouvoir créer son site. Moi, ça fait 2 ans que je suis à mon compte, et mon site internet ne va sortir que le mois prochain. Ouais. Et en plus, c'est même pas un site pour parler de toute mon activité, c'est juste pour commercialiser une offre en particulier, tu vois. Et ça fait 2 ans que je fonctionne très bien sans mon site, quoi. Donc, à partir du moment où tu as un support, quelque chose qui te permet de montrer ce que véhiculer ton idée. Voilà, ton idée de proposer tes différentes offres. C'est ça. Et que tu te crées ton réseau. Oui. En fait, c'est les 2 éléments principaux, quoi. Moi, mon réseau, c'est la première chose. Mais bon, là, on va déborder sur tes questions d'après. Mais ouais, le réseau, pour moi, c'est vraiment hyper important. Surtout... C'est le petit spoil pour la deuxième partie. Ouais, prévu, je fais ça bien. Je fais du teasing. Non, mais c'est hyper important. C'est hyper important. Et t'es pas obligé d'avoir des 1000 et des 100. T'es pas obligé d'avoir rien, en fait. Il te faut rien. Il faut juste ton cerveau, tes mains et ta bonne volonté, et basta. Maintenant, passons au cœur du podcast avec la deuxième partie, à la conquête des clients. Justement, comment toi, avec ton entreprise, comment tu trouves tes clients? C'est quoi ta manière de faire? Est-ce que c'est beaucoup du présentiel, du digital? Voilà, dis-nous tout, dévoile-nous tes secrets. Alors, moi, j'ai commencé mon activité en lançant mes événements réseau. Ok. Voilà, ça a été la première démarche que j'ai effectuée parce que n'étant pas dans la région, tu vois, je t'ai dit, je suis revenue dans la région. Ouais. Donc, mon réseau professionnel, on va dire, il était plutôt en Île-de-France et pas franchement au Pays Basque. Et c'est la première chose, je me suis dit, ouais, va peut-être falloir que... Ouais. En fait, dans mon coin au départ, j'étais en train de créer un programme de formation complet où je mettais toutes mes connaissances, toute mon expérience dedans. Bon, il n'a pas encore vu le jour, enfin, il ne verra jamais le jour, ce passage-là, en tout cas. Mais je me disais, devant mon ordi, en créant mes supports pédagogiques, je me suis dit, mais... Attends, il y a quand même un maximum de valeur, en fait, dans ce que je suis en train de faire. C'est important, en fait, de reconnaître à un moment que ce que tu fais, ça peut être utile à des gens. Mais pour que ça soit utile, il faut encore que les gens aient connaissance de l'existence. Tu peux faire une formation, une énorme formation, si personne la connaît, c'est ça. Ça marchera pas. Exactement. Et donc, un jour, j'étais en train de travailler là-dessus et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que les gens sachent que ça existe. Ne serait-ce que ça. Ouais. Et autre chose, c'est que j'avais souvent des sollicitations, des propositions, des invitations à plein d'événements pour entrepreneurs. Ouais. Sauf que la plupart, c'était le jeudi soir à 19h30. Sorry, mais moi, à 19h30 le jeudi soir, j'ai autre chose à faire, en fait. J'ai mon fils, c'est l'heure de la douche, c'est l'heure du dîner. Après, ça va être l'heure de le coucher. J'ai pas franchement envie de lâcher 30 balles pour avoir une babysitter, pour pouvoir aller rencontrer des gens que je connais pas, sans en plus savoir si ça va m'apporter quelque chose derrière. Ouais. Non, c'est pas possible. Et du coup, un jour, je me suis dit, en fait, je vais créer les miens. Moi-même, je vais organiser des after-work pour des apéros pour entrepreneurs. Et puis comme ça, si je ramène mon fils, personne n'aura rien à me dire, parce que c'est moi qui organise. Et puis je vais le faire à un moment où ça m'arrange, moi. Et puis ce sera ouvert aux gens qui ont des enfants. Et bon, ça, c'était l'idée de départ qui ne vit le jour qu'un peu plus tard. Mais voilà, l'idée, c'était de rencontrer des gens, de donner rendez-vous à des gens que je connais pas, et de venir leur montrer ce que je fais. Et donc, j'ai créé ce premier événement, ce premier after-work, en sachant pas du tout qui allait répondre présent. Je connaissais... Bon, j'avais certains amis que j'avais... convoqués, pas invités, convoqués, c'est le terme, qui ont au moins quelques visages amis dans l'assistance. C'est rassurant. C'est rassurant, puis tu te dis, bon, au pire, si jamais il y a personne qui se pointe, on boira un coup entre potes, et puis... ouais, c'est pas mal aussi, ouais. Voilà. Et donc, j'avais préparé une petite thématique, je crois que c'était sur la découverte des besoins, enfin, j'aurais pu te dire, tu vois, sur... voilà, je me suis dit, je vais proposer une mini-conférence, ça va durer une demi-heure, mais je vais donner un petit bout de mes conseils à des gens qui seront susceptibles d'en avoir besoin. Et puis, ce sera déjà un premier prétexte pour les faire venir. Et puis, potentiellement, si ça les intéresse vraiment et qu'ils veulent développer, là, ça pourra devenir des clients. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et ma première cliente, je l'ai eue à mon deuxième événement. Ah ouais. Ouais. Et voilà. Et puis, les accompagnements individuels étaient sortis, quoi. Alors justement, moi, j'ai une question, parce que voilà, je crois qu'on a lancé nos événements un peu en même temps, tu vois. Et toi, comment tu as fait parce que je me dis, une personne qui va regarder va dire, ok, lancer mes événements, mais qui j'invite?
Parce que forcément, les entrepreneurs sont pas tous au même niveau. Et ma question, c'est parce que parfois, moi, mes événements, j'ai malheureusement invité des gens qui démarraient. Ouais. Et forcément, c'était pas la bonne cible et ils n'avaient pas les moyens, tu vois, de se payer mes prestations. Ça, c'est une question à laquelle je me suis retrouvée confrontée. Aussi, voilà, donc toi, comment, tu vois, alors l'idée de faire un événement, je trouve que c'est une superbe idée pour les personnes qui se disent, qui sont un peu plus, qui n'ont pas trop peur de faire ce genre de choses, mais comment, dans les petits détails, on fait, tu vois? Eh bien, les petits détails, j'ai envie de te dire, ça se fait avec le temps, ça se fait en se prenant la tête sur certains trucs. Donc oui, effectivement. Moi, c'est cette histoire, parce que la cible des entrepreneurs, déjà, on est pléthore. C'est quand même 99% des entreprises en France, faut pas l'oublier. Donc, des micro-entreprises, enfin, des toutes petites comme nous. Quoi. Mais dans le lot, il y a des gens qui font... j'en sais rien, moi, qui font de la peinture le week-end et qui ont un travail salarié la semaine, d'autres pour qui c'est leur ressource de revenus principale, d'autres pour qui ça se passe super bien, et enfin tu vois, en termes de revenus, c'est sûr que c'est pas évident de cibler davantage. Le ciblage étant de toute façon important dans toute démarche commerciale, c'est important d'essayer de chercher déjà quel est ton objectif toi, et à qui tu as envie de t'adresser, et de quoi ont besoin les gens à qui tu t'adresses. C'est important. Ouais. Dans mon cas, je me suis retrouvée confrontée au constat que le besoin était avéré, vraiment, les gens avaient besoin de mes conseils. Par contre, le pouvoir d'achat, c'était une autre histoire. Donc, déjà, moi, j'ai commencé par affiner mes tarifs. Et pour affiner tes tarifs, il faut donner la proposition commerciale, ton devis, en face de ton client. Ceci est un message non subliminal à l'intention de tous les entrepreneurs qui nous écoutent. On n'envoie pas ces devis par mail. On les remet en main propre ou en visio. Tiens, vous êtes là, je vous parle. Tu n'envoies plus ton devis par mail. Tu le donnes en direct. Parce que le jour où tu donnes ton devis en direct à ton client, dans le cadre d'un deuxième rendez-vous ou en visio, et au moment où tu abordes le prix, tu as sa réaction en direct. C'est là où tu peux... où tu peux calibrer. C'est là où, tu vois, ma première prospecte, elle s'est pas transformée en cliente parce que finalement, elle a laissé tomber l'entrepreneuriat, tu vois, dommage, mais bon, la première personne à qui j'ai fait un devis, à qui j'ai fait une proposition commerciale, au moment du tarif, donc on était OK sur le déroulé, sur le contenu de la proposition, c'est ça qu'il faut valider en premier, et ensuite, au moment de l'annonce du prix, là, j'ai eu sa réaction en direct, et sa réaction, elle a été de « Oh, je m'attendais à ce que ce soit 3 fois plus cher. » Et là, tu te dis « Ok, pour le prochain, je vais peut-être gonfler un peu le tarif. » Et voilà, et celui d'après, j'ai augmenté encore un peu mon prix. Pareil, il a signé sans sourciller. Et puis, la fois d'après, on m'a dit « Ah, tu vois, j'aurais pas mis plus, c'est le prix que j'avais en tête. » Et là, tu dis « Ok, là, c'est bon, j'y suis. » Et alors, bien sûr que c'est pas une vérité absolue, que tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat, mais n'empêche que de travailler ton prix petit à petit, au contact direct de ta cible, c'est ça qui va déjà te permettre, c'est hyper important. Et puis après, pour ceux qui n'ont pas de budget, tu vois, j'interviens dans des couveuses d'entreprises, dans le Béarn, ici, au Pays Basque, et du coup, c'est des tarifs, en fait, c'est des formations groupées finalement, tu vois, c'est des ateliers qui coûtent pas cher, voire rien aux participants, aux bénéficiaires, et moi, je suis quand même rémunérée. Alors, moins forcément que si je fais de l'individuel, etc., mais n'empêche qu'il y a une rémunération in fine, mon travail est valorisé, et toi, c'est OK pour toi. Activité. Bien sûr que c'est OK pour moi. Et en plus, là aussi, c'est encore une façon de montrer ce que je fais. Donc, pour répondre à ta question, moi, pour trouver mes clients, je montre ce que je fais. Ouais. En résumé, c'est ça. Ouais. Je le montre dans les événements pour entrepreneurs que j'organise, que je continue, parce que du coup, le premier, je l'ai fait toute seule, le deuxième aussi. Et puis après, j'ai été rejointe par mon associée actuelle, qui s'appelle Claire-Marine Alemani. Elle est consultante en Salut, communication. Claire-Marine, si tu nous regardes. Elle est consultante en communication responsable. Donc, tu vois, en fait, on a des expertises qui sont hyper complémentaires. Elle est dans la com, moi dans le commercial. Les événements, ça me plaisait bien, mais c'est sûr que toute seule, c'est quand même du boulot. Et du coup, on s'est lancé là-dedans. Tu vois, elle m'a rejointe dans l'aventure. On a professionnalisé un petit peu le truc ensemble. Et puis, là, ça fait 1 an que ça dure et ça se passe super bien. Et là, sur 2024, on a lancé des ateliers pour approfondir les thématiques qu'on aborde en After Work. On fait aussi des accompagnements individuels. Enfin, voilà. Du coup, on a développé tout un écosystème autour de cette première idée limite que tu as faite en fond de garage, tu vois. Les plus grands succès ont commencé dans un fond de garage. Bon, là, c'était pas un fond de garage, c'était un café dans Bayonne, dans de bonnes conditions, super sympa. Mais bon, voilà, tu vois, les choses se sont professionnalisées un petit peu.
Mais aussi parce que je pars du principe que, et ça c'est une phrase que je répète souvent à mes clients, mieux vaut fait que parfait. Ouais. On s'en tape si c'est parfait. D'ailleurs, la quête de perfection, c'est souvent reculer parce qu'en fait, on y va, mais j'y vais, mais j'ai peur. La neige, elle est trop molle pour moi. T'as pas envie. Du coup, tu te dis non, mais tant que ça, c'est pas bien comme ça, non, j'y vais pas. Parce que t'as peur de t'exposer. T'as peur de... le regard des autres, le jugement des autres. T'as peur du rejet, t'as peur... Parce que quand tu montes ta boîte, c'est quand même... Ça prend une autre dimension que quand t'es salarié. Quand t'es salarié et que tu vends une offre, bon, moi, c'était mon cas puisque j'étais commerciale, c'est pas ton offre que tu vends. C'est pas tes tripes, c'est pas ton autant âme. engageant. C'est ça. Parce que le jour où le client, il dit c'est de la merde, ben, c'est pas toi, en tant qu'individu, qui remet en question. C'est l'offre que ton patron a créée. Donc, quelque part... Il n'y a pas trop de risques. Ouais, tu sais, tu peux dire, ouais, bon, ce truc, c'est de la merde, c'est vrai, je m'en disais, je le disais. Non, ouais. mais de toute façon, mon patron, il est comme ci, il est comme ça. Non, mais c'est facile. Ouais. Alors que quand tu es entrepreneur, c'est toi, c'est ton âme, c'est tes tripes, c'est tes nuits de sommeil, c'est ta sueur, c'est tout que tu mets dans la balance. Donc, le rejet, il est beaucoup plus violent à encaisser. Ouais. Il est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de répercussions potentielles derrière. En plus du fait que bien souvent, les gens manquent quand même pas mal de confiance en eux, parce que déjà, il y a plein de croyances qui viennent te polluer la tête, de je suis nul en vente, de je suis nul en ci, de je suis trop ci, je suis pas. C'est ça. On a tous notre lot. Ça vient polluer un petit peu ta prise de risque, en fait. Parce que t'oses pas. Alors qu'en fait, faut y aller, c'est tout. C'est pas grave si c'est pas parfait. C'est pas grave si te dis non. Il y en a un autre qui va te dire oui, c'est celui-là qu'on cherche. D'ailleurs, je tiens, parce que j'y ai pensé tout à l'heure, mais je tiens à rebondir aussi sur un truc, c'est que tu disais le fait de donner ton devis, ton prix en face à face. Il y a un point, je t'ai laissé parler, mais que j'ai envie de dire, c'est le gain de temps. De ouf. Parce que t'envoies par mail. Le mec, il va regarder. Au bout de 3 semaines, t'es en train de te dire il me l'a pas rendu du signe. Oui, et puis tu sais, le mec, il est occupé à faire autre chose. Donc, il va dire, je vais répondre plus tard. Et puis finalement, ses mails, ça passe à la trappe. Ouais. Et puis, il faut que tu le relances. Ok, je vais regarder, mais ça se trouve, il est en train de... Et en fait, tu vois, que si t'es en face, tu gagnes du temps de malade. Mais en fait, moi, ça, c'est vraiment un truc... Je prêche pour ce principe-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert quand je travaillais dans l'immobilier. Parce que à l'époque, il fallait que je remette une estimation de bien ou une offre, tu vois, d'achat sur un bien. Ça se fait pas par mail. C'est naze. Le taux de transformation, il est pourri. Le taux de transformation, c'est le ratio entre le nombre de prospects que tu touches, tu vois, à qui tu fais une déballe, et le nombre de prospects que tu transformes en clients et qui signent vraiment. Donc, forcément, plus le taux est élevé, mieux c'est, parce que tu auras perdu moins de temps, moins d'efforts, moins d'occasions de vendre. Le fait de remettre sa proposition commerciale en main propre ou en direct, en visio, c'est vraiment le minimum. Puis maintenant, c'est facile. Ça permet de valider tout un tas de trucs. Ça permet de co-construire ton offre avec ton client. Ça permet de valider au moment du tarif. Ça permet de... c'est plus humain aussi. Complètement. Et puis, ça permet aussi souvent, toi, ce que tu mets dans ton devis, tu comprends parfaitement ce que ça veut dire parce que c'est toi qui l'as pondu. Ouais, donc, tu sais ce que ça veut dire. Tu sais à quoi ça sert. Tu sais tu sais tout. Mais la personne en face, faut pas oublier qu'il faut savoir présenter son offre comme si tu étais face à un gamin de 2 ans. Il faut que la personne en face, qui n'y connaît rien, elle comprenne, mais en plus qu'elle se projette et qu'elle saisisse l'importance et le bien fondé de tout ce que tu proposes. Si tu balances par mail, la personne, elle va regarder un truc, elle va se dire, attends, elle va regarder le tarif déjà en premier, bien souvent, puis elle va se dire, putain, attends, c'est cher son truc là, il y a quoi là-dedans? Mais attends, ça, j'en ai pas besoin, puis ça, c'est quoi? Attends, il est gonflé, je me retrouve avec un prix 3 fois plus cher que Tartampion là, qui m'a balancé son devis la semaine dernière, lui, c'est mort. Alors que si ça se trouve, toi, ce que t'avais mis dans ton devis, ça avait une réelle valeur ajoutée pour ton client. Parce qu'en tant qu'expert, t'avais fait ton boulot de prendre son besoin dans sa globalité et pas seulement le truc pour lequel il était venu te chercher, tu vois. Donc ça permet d'expliquer, de justifier, et ça permet aussi de dénouer des trucs qui au départ étaient juste des petits nœuds parce que ça naît dans une incompréhension, etc. Mais si t'avais balancé ton truc par mail, en fait, le nœud tout petit de base, il grossit et puis il se transforme en non, c'est pas avec lui que je vais signer. Alors que si t'es là, le nœud, tu le dénoues. Tu poses une question, pourquoi ça vous convient pas? C'est quoi qui vous convient pas dans ce que je vous propose là? Ah, c'est ça. Mais c'est pas grave. On va refaire comme ci, et puis on adapte. Et c'est comme ça que ce que j'allais dire, c'est que tu l'envoies par mail, la personne va dire ouais, elle me prend pour qui, l'autre il était moins cher. Bref, quand tu l'as en face, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire ok, j'ai regardé,
Ça, j'avoue, le client dit déjà, j'en ai pas besoin. Bah écoute, ça, on peut l'enlever. Exactement. J'enlève cette prestation, ça fait baisser le prix. Est-ce que c'est OK? C'est Et ça. donc, du coup, en fait, c'est toi qui aurais eu le client, tu vois. Que si tu avais envoyé par mail, il serait peut-être parti voir avec quelqu'un d'autre, tu vois. Exactement. Et puis toi, pendant ce temps-là, tu t'es fait des nœuds dans le bide en te disant « Ah merde, putain, je pensais que c'était bien parti. » Et le truc, c'est que t'as aucun retour. T'as aucun moyen d'améliorer pour la fois suivante si tu sais pas ce qui a bloqué. Alors que si t'es en face et que le mec te dit « Bon, bah non, finalement, c'est pas avec vous que je vais faire affaire parce que si, parce que ça. » Ok. Bon, sur le coup, ça fait un peu mal à l'ego, mais c'est pas grave. Tu ramasses tes dents qui sont tombées par terre. Tu rentres chez toi, tu fais un petit peu de méditation et puis tu te dis « Ok, la prochaine fois, qu'est-ce que je fais de différent ? Comment je fais la prochaine fois ?» Ouais, donc il y a aussi toute cette phase de réfléchir à « Ok, voici comment ça s'est passé. Ouais. Voici ce que j'ai analysé de bien ou de pas bien. Oui. Comment je peux faire pour voici les points où je galère tout seul. Voici les points où je vais peut-être avoir besoin soit de créer un partenariat, soit de me faire former, soit de me faire coacher, soit peu importe, tu vois. » Et ça permet de s'améliorer de façon continue avec les bonnes solutions. Mais si tu fais pas ce travail de réflexion, si tu prends pas le temps, c'est dommage parce que en fait, tu perds plein d'occasions de faire du chiffre, en fait, tout simplement. In fine, c'est ça qu'on cherche à faire. Hein. C'est faire du chiffre d'affaires et remplir le frigo quand même. Enfin, tu vois, c'est bien de payer son loyer parce que sinon, en faisant quelque chose qu'on aime. Tu vois. Non, mais au final, on monte une association. Sinon, Mais tu vois, ça, en faisant quelque chose qu'on aime. Moi, j'ai une cliente. La pauvre, je vais pas citer son prénom parce que je cite son exemple assez fréquemment. Elle est photographe et en fait là où j'ai dû intervenir, c'est sur le fait pas de fixer des tarifs mais de se faire payer tout simplement. Parce que vu qu'elle prenait du plaisir dans ce qu'elle faisait, et elle c'était une rémunération suffisante, tu vois. Et tu dis non mais c'est pas grave. Ça c'est une vraie croyance que je vois beaucoup et qu'il faut vraiment déconstruire parce que c'est pas ça qui paye son loyer à la fin, quoi. Non, et puis en fait, ce qu'il faudrait déconstruire surtout, c'est cette idée que faire ce qui nous anime, ce qui nous plaît, et gagner sa vie correctement sont forcément deux choses séparées, deux choses différentes, deux choses distinctes qui n'ont pas de pont les unes entre les autres. Est-ce que ce serait pas quand même un monde beaucoup plus sympa, où tout le monde serait beaucoup plus souriant, si chacun faisait ce qu'il aime au quotidien? Enfin, c'est quand même, je sais pas, ça me paraît mieux quand même comme projet. C'est clair. Et donc, ok, tu as ce côté où pour trouver des clients, donc tu as créé des événements justement qui va faire attirer des personnes. Oui. En plus, maintenant, tu l'as un peu décliné parce que justement, tu as créé également des ateliers. Tout à fait. Voilà. En fait, je montre mon expertise. Et je permets aux gens... En fait, c'est le même principe que l'échantillon de rillettes qu'on te sert dans les allées du rayon de ton supermarché. C'est un peu le même principe, en fait. Tu goûtes. Et ensuite, tu dis « Ah tiens, c'est bon ça, je vais peut-être en acheter un pot. » C'est le même principe. Bon, j'imagine que dans le lot des gens qui vont nous écouter, il y a pas mal de coachs, de consultants, de formateurs notamment, ou en tout cas de prestataires de services. Bon, pas que, hein. Mais dans la plupart des cas, ça reste une possibilité. C'est-à-dire de montrer tes compétences, puisque la plupart, c'est des compétences qu'on a dans la tête, mais enfin, c'est peut-être tout à fait valable avec des produits que tu fabriques, de l'artisanat, parce que tu vas le montrer sur des salons, sur tout ça. Et c'est comme ça, en fait, que tu donnes envie aux gens. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de transaction commerciale sans confiance. Il faut qu'il y ait un minimum de confiance, parce que le client, c'est un animal fragile, c'est un animal peureux. Non, mais c'est vrai, parce que en fait... Au moment où tu sors ton chéquier ou tu sors ta carte bancaire, toi, en tant que consommateur, tu fournis un engagement. Mais en fait, tu fournis un engagement basé sur quoi ? Quand tu arrives à la boulangerie, tu prends ta baguette, tu payes, la relation commerciale, elle est claire, tu vois, elle est bornée. Quand tu vends du service, c'est quand même un petit peu plus délicat, parce que toi, en tant que prestataire, moi, perso, je commence pas un accompagnement sans avoir eu au moins un acompte. Au départ, parce que en fait, je vais pas travailler dans le vide. Je veux m'assurer que c'est respecté des deux côtés. Mais du côté du client, lui, il me verse un acompte, mais il a pas eu sa baguette encore. Tu vois ? Donc, c'est important qu'il y ait de la confiance. Et pour réussir à faire naître de façon pérenne cette confiance, quoi de mieux qu'en montrant ce que tu fais, de quoi tu es capable. Et ça, pour moi, c'est vraiment la constante dans toutes mes façons de trouver des clients. C'est-à-dire que, donc oui, effectivement, j'ai cette partie de mon activité qui consiste à organiser
des événements pour entrepreneurs, à faire venir des gens, à leur proposer des mini-conférences qui va leur apporter quelque chose dans leur activité. Alors, il y en a certains qui se contentent de venir aux after-work et les 5 ou 10 balles qu'ils mettent dans le pot, c'est leur contribution et ça s'arrête là. Et c'est très bien comme ça. Et puis, potentiellement, c'est aussi des membres de mon réseau, tu vois. Donc, ouais, bien sûr. Demain, si j'ai besoin d'une recommandation ou si lui rencontre quelqu'un qui peut avoir besoin de mes services, il saura me nommer, tu vois, parce il saura que tu existes. Parce que je suis identifiée, parce qu'il est venu à plusieurs reprises, qu'il m'a bien identifié. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut être identifié comme expert dans ton domaine. Et pour ça, quoi de mieux? Alors, c'est pas en le criant sous tous les toits, regardez à quel point je suis géniale. Non, c'est montrer ce que tu fais. Montrer aux gens que ce que tu fais, ça peut leur servir. Et ça leur sert avant même d'attendre un retour, d'attendre une consommation, ouais, tu bien vois. Sûr. Tu montres que ce que tu fais, c'est intéressant pour telle et telle raison. Et une fois que les gens t'ont identifié et qu'ils savent que tu es le détenteur de la solution à leurs problèmes, c'est tout naturellement chez toi qu'ils viennent. Ouais, et puis des manières de montrer, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de manières. Aujourd'hui, on parle des événements présentiels, oui. Mais tu peux faire des vidéos, des posts. Mais il y en a plein qui font... C'est ça, oui, alors c'est ça. L'autre partie, moi, de ma façon de m'exposer, on va dire, c'est sur mes réseaux sociaux. Justement, j'allais en venir après, c'était... Mais c'est la même logique, au final. La même logique, ouais. Justement, vas-y, comment tu fais Donc moi, j'ai un profil LinkedIn uniquement. Bon, j'ai un compte Insta qui ne vit pas, parce que pour l'instant, j'ai décidé de mettre tous mes efforts sur LinkedIn, parce que plus adapté pour ma cible, parce que j'avais plus les codes, bref, je l'ai choisi comme ça. Faut quand même choisir un réseau où ta cible se trouve, sinon c'est un pavé dans l'eau. C'est quand même mieux. C'est ça, un pavé dans la mare, sinon. Bon, je l'ai fait quotidiennement, donc 7 jours sur 7 pendant plusieurs mois. Là, je vais un peu réduire la voilure parce qu'au final, c'était un test, tu vois. Mais donc, je publie plusieurs fois par semaine, entre 4 et 7 fois par semaine, du contenu sur ce réseau social. C'est quand même un rythme assez soutenu. C'est un rythme assez soutenu, mais c'est un choix. C'est un choix parce que j'avais envie de tester, voir ce que ça donnait, parce que LinkedIn, ça fait partie de mes canaux d'acquisition, mais c'est quand même quelque chose que je veux développer. Ouais. Et pour ça, j'avais envie de développer mon audience déjà. Bien sûr. Et donc, sur mon compte LinkedIn, moi, je publie des conseils quasiment tous les jours, en tout cas toutes les semaines et plusieurs fois par semaine. Donc ça va être des contenus sur, pour donner des conseils vraiment bêtes et méchants sur tous les aspects commerciaux de son activité. Ça va de comment je pitch, comment je me présente, quand je rencontre des clients, qu'est-ce que je dis sur mon activité, sur moi, etc. Comment je leur parle de manière convaincante et impactante. Mais ça peut être également sur de la relation client, sur de la fidélisation, sur de la stratégie commerciale, sur du mindset, sur tous ces sujets-là. Donc moi, je couvre tout ça et je publie là-dessus. Mais je vais aussi partager mon quotidien d'entrepreneur. Tu vois, quand j'anime un atelier, quand il se passe un truc rigolo dans une de mes classes dans l'école de commerce où je travaille, enfin tu vois, je publie comme ça, mais vraiment le fil conducteur, c'est de transmettre de la valeur. En fait, c'est de donner de la valeur, de transmettre du contenu à des gens qui pourraient en avoir besoin. Et en fait, je pense qu'on en est tous un peu là, c'est-à-dire qu'on a tendance à consommer du contenu gratuit, que ce soit en événement comme ça, en présentiel, ou sur Internet de manière dématérialisée, avec toutes les façons qui existent aujourd'hui. Mais une fois qu'on a essayé de vivoter grâce à ces conseils gratuits, on arrive à un stade où on a envie de passer à la vitesse supérieure. Et quand tu veux passer à la vitesse supérieure et du coup vraiment te faire accompagner et investir financièrement dans le développement de tes compétences, à qui tu penses? À la nana qui te chuchote à l'oreille des conseils commerciaux depuis des mois. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et voilà, que ce soit en présentiel ou sur les réseaux. Et je trouve que justement, c'est ce qu'on en parlait dans le podcast précédent, c'est que toi, oups, mon téléphone vient de tomber, mais ce n'est pas grave. Et parce que je pilote ma caméra depuis mon téléphone. Voilà, comme ça, moi, vous savez. Non, mais ce qu'on parlait dans le podcast précédent, c'est que l'avantage, toi, c'est que tu fais des événements en présentiel. Les gens ont déjà un premier contenu que tu vas leur proposer à travers tes événements. Et en plus de ça, s'ils te suivent derrière sur LinkedIn, tu continues à les alimenter de tes conseils. Mais c'est le principe de la newsletter aussi. Ouais, c'est ça, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est... En fait, il y a une phrase encore une fois, que je répète souvent. De toute façon, j'ai l'impression de tout répéter tout le temps. C'est une statistique un peu inventée, mais qui se vérifie quand même régulièrement. C'est-à-dire que il faut que ton client t'ait vu 7 fois avant de passer à l'achat. Ouais. 7 fois, c'est beaucoup. Et encore sur les réseaux sociaux, ça augmente. Oui, évidemment.
Mais dans ce principe-là, l'idée, c'est qu'en gros, ton client, il va pas te dire « Oh là là, c'est vous que j'attendais depuis tout ce temps. Merci de m'avoir envoyé cet unique mail de prospection. Trop sympa. » Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il va y avoir peut-être une rencontre sur un réseau. Ensuite, il va y avoir des posts sur tes réseaux sociaux. Il va y avoir, j'en sais rien moi, un appel ou un email direct de ta part. Il peut y avoir un panneau 4x3 sur le bord de l'autoroute, j'en sais rien, enfin tu vois. Mais il faut qu'il t'ait vu 7 fois pour te faire suffisamment confiance et passer à l'achat. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il faut être partout en même temps. Et comment on fait ça ? J'avoue que les réseaux sociaux, ça aide pas mal quand même. Ouais. Ça aide beaucoup. Mais il n'y a pas que ça. Après, c'est chacun, comme on disait tout à l'heure, chacun doit trouver sa façon, en fait. Ouais, voilà, l'idée, c'est de partager ta manière de faire, et c'est intéressant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, ma manière de faire, elle fonctionne pour moi parce que je suis alignée avec ça. Ouais. Parce que je me force pas dans le fait de présenter, tu vois, d'organiser et d'animer mes événements. C'est pas un effort pour moi. Ça fait partie de ma personnalité. Je pense que d'abord, avant d'essayer d'étayer sa propre stratégie, parce que pour le coup, c'est un travail que je fournis avec la plupart de mes clients, tu vois, comment je fais ? D'abord, tu commences par te fixer un objectif. À quoi tu as envie d'arriver ? C'est quoi Ça peut être un objectif chiffré, ça peut être un objectif, j'en sais rien, un plan de vie, un équilibre entre ta vie pro, ta vie perso, tes envies de voyage, bref, peu importe. Qu'est-ce que c'est pour toi ? De quoi tu as envie ? Vers quoi tu as envie d'aller ? Une fois que tu as défini ça, tu regardes un petit coup le point où tu en es là. Et par quel chemin je peux passer pour arriver du point A au point B. Et il faut se connaître. Il faut essayer... Tu vois, j'avais une cliente il y a quelques semaines, ou quelques mois même, qui me disait on n'arrête pas de me dire qu'il faut absolument que je fasse du porte-à-porte parce que dans mon activité, c'est comme ça que ça fonctionne. Et elle me disait, mais bon, j'essaye des trucs, mais le porte-à-porte, j'ai essayé, mais à chaque fois, j'ai la boule au ventre, j'ai l'impression d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Mais bon, on m'a dit que si je voulais y arriver, il fallait absolument en passer par là. J'ai envie de te dire préjugé de technique de vente des années 80, en fait. C'est bon, venez, on passe à autre chose. Le porte-à-porte, si t'es à l'aise, tant mieux. Mais enfin, si t'es à l'aise, fais-le. Fais-le, do it, vraiment, fais-toi plaisir. Mais si t'as l'impression d'arriver comme un cheveu sur la soupe, spoiler alerte, c'est parce que t'arrives comme un cheveu sur la soupe. Mais si t'es pas aligné avec ça, si t'es pas OK avec le fait de pas être attendu avec le tapis rouge et des bras grands ouverts, fais autre chose. Soit parfois ça peut être juste un travail sur soi à faire parce que voilà, on manque un peu d'assurance, parce que on a eu une mauvaise expérience qui nous a un peu refroidi. Des fois c'est juste des petits réglages à faire. Il suffit qu'il y ait une fois qui se passe un peu mieux que prévu, et puis t'y prends goût, et puis la fois d'après tu fais encore mieux, et puis voilà, ça peut se passer comme ça. Mais ça peut être aussi des aversions qui ont leur raison d'être. Je veux dire, la douleur dans le corps, elle n'a pas été inventée pour rien. Elle a été inventée c'est un signal de ton corps qui te dit que non, c'est pas pour toi. C'est une protection, ouais. Ouais, c'est ça. Donc moi vraiment, je pars du principe que il faut déjà se connaître, savoir dans quoi on est à l'aise, dans quoi on n'est pas à l'aise. Les trucs où t'es pas à l'aise, tu te poses 2 questions. La question suivante, c'est est-ce que je suis pas à l'aise parce que j'ai des petits réglages et qu'il suffirait que je me fasse former ou coacher un petit peu pour que ça se passe bien et qu'après ça roule ? Ou est-ce que je suis pas à l'aise parce que vraiment c'est pas fait pour moi, parce que j'ai la sueur, j'ai la goutte au front 4 heures avant le début de ma session, je l'ai repoussé 4 fois. Bon si c'est comme ça, c'est que c'est juste pas la bonne méthode, c'est tout. Mais voilà, faut savoir. En fait, il y a un truc qui est important, c'est que en prospection, donc ce que moi j'appelle la prospection, c'est-à-dire la recherche de clients, la quête active de clients, qui est différente de la communication, où là tu fais venir les gens à toi. Le fait de prospecter, donc d'aller vers les gens, ça demande pas mal d'efforts, mais ça demande surtout bien souvent un peu de créativité en fait. Faut pas hésiter à tester des choses, même si tu as l'impression que ça sort des sentiers battus. Au contraire. Moi, c'est ce que je fais et ça marche. Mais bien sûr. Mais en fait, on est sollicité en permanence. T'as même pas besoin d'ouvrir ton téléphone, t'as 15 notifications qui t'attendent, d'applications qui essayent d'attirer ton attention. T'ouvres ta boîte mail, c'est pareil. Tu prends ta voiture, tu vas faire des courses, t'as croisé 4 panneaux entre chez toi et le supermarché, qui eux aussi essayaient d'attirer ton attention. On vit à une époque où j'ai l'impression d'être mon père quand je dis ça, mais on vit à une époque où, en fait, on est submergé en permanence, dans tous les sens, de tout le temps, des gens qui veulent notre fric, qui veulent attirer notre attention et nous alléger de quelques euros. Toi, en tant que prospecteur,
parce que c'est ce que tu deviens, t'es entrepreneur, donc c'est toi tu es ton propre commercial, tu es ton propre démarcheur, même si c'est un mot qui fait peur, mais c'est quand même à toi de le faire. Ouais. Donc, et comment on fait ? Eh ben, il faut tester des choses, il faut sortir des sentiers battus, il faut oser en fait. Et je pense que c'est en osant et en étant soi-même que, à force d'essais, on va finir par trouver sa propre méthode. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, t'es pas connu, donc t'es pas très très connu. Donc en fait, non, puis même teste, même si tu te plantes. Même si t'es connu, enfin, je veux dire, moi si je fais un post qui floppe, Oui, c'est pas très grave. bah ça flotte. Ça floppe si je dis une bêtise. Bon, déjà les gens ont l'habitude, mais que je raconte n'importe quoi. Mais je ne dis pas que n'importe quoi, donc petite, tu vois. Mais bah c'est pas grave en fait. Et de toute façon, dans 10 secondes, ils auront passé 4 autres posts. Ils vont pas se rendre compte que t'as dit une bêtise. Ouais. C'est pas grave. Et puis, en fait, là aussi, désolé, peut-être j'enfonce une porte ouverte, mais la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Ouais, c'est clair. Voilà. Il faut savoir, de toute façon, quand t'es entrepreneur, il faut savoir aussi se détacher un peu de ton ego. Hein. Ouais. Parce que si t'écoutes la petite voix qui dit non, pourquoi ça n'a pas marché, mais j'étais sûre, mais pourtant je suis le meilleur, mais pourtant je suis ci, je suis ça, bah en fait non, je suis nul finalement. Ouais. On n'a pas fini, hein. On C'est va pas clair. bien loin. Mais en tout cas, ouais, par rapport au porte-à-porte, c'est vrai qu'il y a des... Moi, comme ça que je le vois, ma manière de faire, c'est un moyen détourné de Bien faire du sûr. porte-à-porte, parce que moi, ça me faisait flipper, j'avais la boule au ventre, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il y a peut-être une autre manière de faire, tu vois. Ouais. Et en fait, qui je cherche à cibler souvent, c'est le patron de l'entreprise. Oui. Donc, le patron de l'entreprise. De ce fait-là, comment je fais ? Déjà, je suis ces personnes-là sur LinkedIn. Souvent, tu les retrouves. Oui. Tu suis un peu leur actualité, déjà, tu commences un peu à les connaître un peu plus. Ouais. Tu commentes, donc tu commences un peu à rentrer dans leur œil, tu vois. Tu rentres dans leur réalité. En fait. Exactement. Donc déjà, tu as mis un premier pied, tu Mhm. vois. Après, ce que je fais, c'est que je leur envoie un message, pas écrit, en vidéo directement, où je leur dis « Ah, salut, C'est un tel, j'ai vu tel post, Mais il y a d'ailleurs, ça, il y a ci. » Ça, quand tu as commencé à faire ça, je crois que c'est Claire Marine qui m'en avait parlé, parce que tu lui avais envoyé un message comme ça sur LinkedIn. Et elle me dit, il m'a envoyé un message en vidéo et tout. Et elle me dit, ah, putain, c'est vachement bien. Bah ouais, mais parce qu'en fait, déjà, ça a un lien direct avec ton activité. Enfin, je veux dire, le forcément. pont, il est évident. Ouais, mais t'aurais pu ne pas avoir cette idée. T'aurais pu bien rester sûr. dans les sentiers battus de j'envoie un mail, j'envoie un message écrit. Non, toi, ta façon de t'exprimer, c'est par ta passion, par la vidéo. Bon, même si t'es peut-être plus souvent derrière la caméra que devant. Mais ça a un lien direct avec ton activité. Bien et sûr. puis, bah, c'est original. Et en plus de ça, le taux d'ouverture... Parce que ça, quand on envoie des messages quand je faisais mes événements, justement, pour trouver des conférenciers, eh bien, il y a certaines personnes que je pense, si j'avais juste envoyé un message, jamais je les aurais eues. Et le fait que je fasse une vidéo, ils ont trouvé ça... En fait, il y a une espèce de proximité parce qu'ils voient comment je parle, ils voient comment je suis, donc ils cernent directement mon personnage. Autant ça fait, il y en a, ils vont dire, ça le fait pas. Et moi, ça fait le trait direct, tu vois. Tant mieux pour eux, en fait. Et pour ceux qui ça dit, ça le fait, c'est trop cool. Et après, pour reparler de la prospection, en fait, moi, ce que je fais, c'est plus long, donc faut se dire que c'est plus long, mais par contre, je vais rencontrer la personne ensuite en lui disant, j'ai rien à te vendre, juste on apprend à se connaître. Et tu crées déjà, en tout cas c'est ma manière de faire, une vraie connexion, et à la fin, souvent la personne va me dire, et toi qu'est-ce que tu fais ? Et là tu peux dire ce que tu fais sans problème, parce que la personne ça vient d'elle. Complètement. Et en fait, t'as une vraie connexion. Et là derrière, c'est... Même si ça prend pas, même s'il n'y a pas de vente, le mec, il sait qui tu es, il sait ce que tu fais, tu sais qui il est, tu sais ce qu'il fait. Et en fait, t'as créé des bases saines pour une relation à long terme. Parce que quand tu lances ton entreprise, t'as envie d'avoir vite des clients, vite du chiffre d'affaires, etc. Mais c'est pas forcément la manière la plus saine et la plus pérenne de procéder. Exactement. Alors que quand tu prends... En fait, il y a un principe que je répète aussi souvent en formation, une des clés mindset que je donne, c'est que vendre, c'est servir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai plein de clients qui me disent « Ouais, mais je sais pas me vendre ». Bah déjà, c'est pas ton corps qu'on est en train de vendre, en fait. C'est ton offre, deux choses différentes. Tu es un individu, tu vends un service, c'est pas la même chose. T'es pas en train de vendre tes organes. Donc, je sais pas me vendre, déjà, à la poubelle. J'ai du mal à vendre mon service. Pourquoi ? Parce que t'es en train de vendre ton service. C'est ça le problème. Alors que si tu pars du principe que vendre, c'est servir, c'est-à-dire que c'est une rencontre entre un besoin et une solution. Et donc, ça fait partie des choses que je voulais rajouter, tu vois, parce que là, on est sur comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients. Je pense qu'avant même d'essayer de trouver des clients et de trouver la technique pour trouver ses clients, il faut connaître ses clients.
Et quand je dis connaître, c'est connaître leurs habitudes d'achat, qu'est-ce qu'ils font, sur quel réseau social ils traînent, c'est quoi leur rythme, leur réalité, en fait, rentrer dans leur réalité et comprendre leurs besoins. Parce que vendre, c'est d'abord une rencontre entre un besoin et une solution. Et si tu prends pas le problème dans ce sens-là, bah, tu restes enfermé dans ce cercle vicieux où tu as l'impression de devoir pousser ou faire l'aumône avec « Ah non, mais il est sympa, déjà, il me paye. » Bah non, il n'est pas sympa de te payer, en fait. C'est juste normal. C'est juste normal. En fait, le prix... Parce qu'il y a ça aussi souvent qui bloque les gens, c'est ce rapport à l'argent. Parce que l'argent, c'est sale. L'argent, c'est tabou, l'argent, c'est sale. C'est très français. Hein. Mais là, moi, je suis commerciale depuis 12 ans. Je parle que de ça tous les jours, moi, d'argent, en fait. Tu vois, c'est une donnée comme une autre. En fait, le prix est une caractéristique de ton produit, de ton offre, comme tant d'autres, comme la taille, comme le temps que ça te prend, comme ça fait partie juste des caractéristiques du produit. Sûr. Déjà, si tu prends ça pour ce que c'est-à-dire juste une caractéristique, pas une fin en soi, déjà tu t'allèges un petit peu, tu vois. Mais si t'as l'impression de réclamer de l'argent, t'es pas dans le bon mood. T'es vraiment pas dans la bonne dynamique. Il faut vraiment se dire, ok, cette personne, elle vit des réalités au quotidien. C'est quoi son caillou dans la chaussure? C'est quoi son problème? Qu'est-ce qui lui pèse en fait? Qu'est-ce qui est lourd dans son sac à dos? Et moi, avec mes compétences, comment je peux l'alléger, son sac à dos? Comment je peux faire pour que son quotidien soit plus facile, répondre à telle problématique, à telle envie, qu'est-ce que toi t'apportes en fait. Et c'est cette rencontre-là. Et quand tu pars de ce principe-là, déjà, t'es dans de meilleures conditions pour pouvoir créer ta relation sur le long terme, comme tu viens de l'expliquer, parce qu'en fait, c'est la personne qui te demande ce que tu fais. Et c'est la personne qui s'intéresse à toi, parce que avant d'essayer de lui faire signer un chèque, tu t'es intéressé à lui, en fait. Tu t'es intéressé à son besoin et tu t'es mis à son service, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, je pense que c'est la meilleure posture à avoir pour pouvoir vendre ses offres. Et après, tu trouves la technique. Mais au final, bien souvent, la technique, elle vient à toi. Hein. Ouais, bien sûr. Si tu fais le taf, si tu fais bien le travail, d'apprendre à connaître les gens, à qui tu t'adresses, de bien les cibler, c'est pas pour rien qu'on vous prend tous la tête avec ces histoires de cibler sa clientèle. C'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, mieux tu connais la personne à qui t'espères vendre quelque chose, et plus ce sera fluide, plus ce sera naturel, et mieux ça se passera. Et en plus, quand tu commences à créer une relation commerciale sur des bases telles que celle-là, mais c'est l'autoroute vers la fidélisation, vers la recommandation, parce que vendre, oui, c'est super, mais ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de l'argent, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande des nuits d'insomnie. Donc quand on voit la somme d'efforts et de moyens qu'on déploie pour trouver un client, si on pouvait faire en sorte que ce client, déjà, il reparte content, et qu'en plus, la prochaine fois qu'il a un besoin, c'est chez toi qu'il va revenir. Ouais. Et puis comme il est content parce que tu as bien cerné son... Tu vois, ça c'est tout l'avantage. J'anime un atelier régulièrement sur la découverte des besoins. C'est vraiment ça, en fait. C'est comprendre ce qui se passe dans la tête de ton client pour derrière pouvoir te rendre indispensable. Ouais. C'est aussi simple que ça. Mais c'est poser les bonnes questions, et c'est prendre le temps de l'écouter, ton client. Et derrière, en fait, la solution, il te la donne. La solution, il te la donne quand tu l'écoutes. 80% du boulot est fait. T'as plus qu'à lui apporter sur un plateau. Donc, ouais, tu vois, s'il y avait un conseil que je devrais sélectionner, le stabilo, le coup de stabilo, c'est ça. C'est avant de te prendre la tête sur la technique de vente, prends-toi la tête sur qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton client, de quoi il a besoin, de quoi il a envie, et après ça roule. Finissons ce podcast avec la troisième et dernière partie, l'impact de la vidéo. Ok, et maintenant on va passer à la dernière partie de la vidéo. Voilà, comme tu le sais, je suis vidéaste et je trouve ça... tiens. Attends, t'as transformé mon salon en véritable studio. Ouais, c'est ça. Et ouais, l'idée, je me suis dit, en plus, la vidéo, c'est quand même un format qui se développe de plus en plus. Ouais, et donc, je me dis, quitte à être avec différents entrepreneurs, autant savoir ce que eux ils pensent de la vidéo. Est-ce que toi, c'est un format que tu utilises? Je connais déjà la réponse, mais c'est pour vous. Est-ce que c'est un format que tu utilises? Comment? Pourquoi? Voilà. Alors, déjà, mon avis global sur la vidéo, c'est que, un peu comme ce qu'on vient de dire depuis le départ, ça permet de montrer aux gens qui tu es. Ouais, bien sûr. Parce que une photo et des mots sur un texte, c'est bien mignon, mais il n'y a pas ce que tu dégages, il n'y a pas ta façon de parler, ta façon de te tenir, ton regard, le ton de ta voix, etc. Donc, ça fait partie des choses que j'enseigne aussi, c'est que la communication, c'est
uniquement 7% de verbal et tout le reste de non-verbal et de paraverbal qu'on n'a pas quand on reçoit un mail ou quand on lit un post sur les réseaux sociaux. Alors qu'avec la vidéo, d'un coup, tu as une expérience beaucoup plus complète et tu as l'impression de connaître beaucoup plus rapidement la personne qui est dans la boîte à troubadour. Et du coup, en termes de création de liens de confiance, encore une fois, indispensable pour vendre quoi que ce soit, déjà, ça a quand même un sacré avantage. Deuxième avantage que j'y vois, c'est que encore une fois, on a une époque où, ça y est, tout le monde s'y met à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle dans tous les sens. Tout le monde essaye de vendre son offre dans tous les sens. Mais avec de la vidéo, d'un coup, tu vois, sur ton feed, tu déroules sur tes réseaux sociaux. Tu as une vidéo avec une tête. Ah, tiens, attends, ça me dit quelque chose. Je crois que je le connais, celui-là ou celle-là. Bon, tu vas t'arrêter, regarder. Enfin, tu vois, en termes d'attraction de l'attention, il y a quand même une plus-value, quoi. Et qui n'est pas encore complètement exploitée parce que c'est pas à la portée de tout le monde de savoir faire de la vidéo de façon efficace. Donc pour moi, déjà, voilà, je suis convaincue de l'utilité. Et à titre personnel, oui, je l'utilise là encore plus que... Alors pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Alors, en ce moment, là, je suis en train de... Fais ta promo. Ouais, qu'est-ce que je fais en ce moment ? Je suis en train de construire, produire à moi toute seule un programme de formation en ligne qui va sortir là prochainement en septembre. Donc c'est un programme qui reprend en fait, tu vois, le principe c'est de mettre le tronc commun. Tu vois, tout à l'heure je te disais que j'avais l'impression de répéter tout le temps les mêmes choses. Voilà, là je les répète devant ma caméra et je les monte dans une formation en ligne de façon à mettre ce tronc commun que je répète à tout le monde en vidéo et je complète cette formation en vidéo. Donc comme une formation classique en ligne, je le complète par un accompagnement individuel en visio avec il y a différentes offres qui seront à disposition, mais l'idée c'est de venir transformer ce tronc commun en sur-mesure grâce à des visios d'accompagnement de façon à faire rentrer tous ces enseignements que je mets dans mes vidéos, à les faire rentrer dans la réalité, dans la vision, dans les envies et les objectifs de mes clients. Voilà, vraiment faire du sur-mesure, mais voilà, tout ce que je répète en boucle, là je le mets en vidéo, comme ça tu le suis à ton rythme et c'est ça. Et quand tu as des questions ou besoin d'adaptation, besoin de conseils ou sur la création d'un pitch, je suis là. Mais l'idée de ce programme, c'est vraiment de le faire à la bonne franquette. J'ai pas des moyens extensibles, mais voilà, j'ai mon ordinateur, j'ai deux mains et un cerveau plutôt bien fait, allez go. C'est parti, je me lance. Ce sera pas parfait. Le montage, j'y passe des heures, c'est beaucoup plus c'est ton métier tout court et c'est pas le mien. Mais bon, voilà, je bidouille. Écoute, dans un premier temps, ce sera pas parfait. Il y aura peut-être des endroits qui auraient pu être améliorés par un professionnel. Mais c'est pas grave, ce sera que le premier jet. Et puis, la deuxième version, ce sera toi qui feras le montage et la captation. Voilà. Mais voilà, c'est une première étape. C'est un projet qui me tient à cœur parce que j'y avais déjà, pas seulement réfléchi, j'avais déjà tout filmé, commencé à monter plein de choses il y a 1 an et demi. Pour au final, en fait, je sais pas, j'étais pas en phase. Et puis, il y avait trop de choses. Là, vraiment, ce programme, c'est on va droit au but. L'idée, c'est un programme de formation sans chichi, sans clichés, parce qu'on a bien compris que les clichés sur le commercial, sur la vente en général, c'est pas trop mon truc. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de transmettre toute mon expertise sur des thématiques qui animent vraiment mes clients. Et de le rendre accessible et plus accessible qu'un accompagnement individuel. Déjà parce que pour ça, soit il te faut un hélicoptère, soit il faut que tu habites la région. Et puis en termes d'agenda, c'est pas évident. Et puis même en termes de prix, le fait de pouvoir former plusieurs clients en même temps, ça me permet aussi de diviser le coût. Comme ce que tu fais, tu vois, avec ton projet sur la vidéo. Au final, tu mutualises un petit peu les coûts de façon à ce que ce soit à la portée de toutes les bourses. Parce que même si je travaille pas que avec des solopreneurs, je travaille avec plein de gens et je pourrais d'ailleurs mettre mes efforts dans la recherche d'entreprises qui ont déjà du budget, etc. Mais c'est pas forcément ce qui me nourrit l'âme. Oui, bien sûr. Tu vois, moi, aider des gens à s'épanouir dans leur activité professionnelle, franchement, si je réussis, j'y arrive déjà, mais c'est un cadeau de fou, quoi, tu vois. Il y a la rémunération, certes, mais il y a le bon moment que tu passes avec ton client parce que à force d'être toi-même, t'attires des gens qui te ressemblent. Et puis, il y a aussi ce petit supplément, quoi, qui te fait vibrer. Parce qu'on ne se lance pas que pour la paille du gain, sinon on serait beaucoup moins nombreux à se lancer, quoi. Donc, voilà. Donc là, pour en venir à la vidéo, donc tu utilises pour faire de la formation. Est-ce que tu l'utilises pour autre chose ou que pour ça ?
Alors, Ou est-ce qu'il y a, si tu l'utilises pas pour autre chose, est-ce que tu aimerais l'utiliser pour autre chose? si, bien sûr, ouais. Bah là, effectivement, il y a ce programme qui m'occupe jour et nuit en ce moment. J'avais déjà aussi fait des tentatives sur mes réseaux sociaux de conseils en vidéo aussi. Ok. Bon, je l'ai pas refait parce que ça m'avait demandé pas mal de temps et puis bon, finalement, je suis passée à ce programme et je peux pas faire je peux pas filmer toute ma vie, sinon ça se transforme en télé-réalité, le truc. Peut-être un peu too much, mais Ça oui, pourrait bien être une sûr. forme de business, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, je pense que ça, c'est un truc auquel je vais revenir. Je pense que dans ma communication sur mes réseaux sociaux, dans les mois qui viendront, il y en aura davantage de Ouais. la vidéo. Parce que, ouais, je trouve que c'est un contenu dynamique, c'est une façon encore différente de faire passer son message. Et c'est un peu l'avenir quand même. Hein. Ouais. Pour en revenir à ta formation, si demain, tu avais un budget illimité, Ouais, là, je sais pas, tu as un client qui te paye un jackpot, ok. et donc du coup, la contrainte financière Fais-moi n'est pas... rêver. Voilà, qu'est-ce que tu ferais, tu vois, genre pour passer un cap en termes de vidéo, c'est quoi que tu ferais, tu vois? Ah bah. Pas là- dans ton imaginaire, hein, t'as vraiment budget limité. Tu Ouais, fais ouais, quoi? bah budget illimité. Déjà, c'est plus moi qui filme, c'est plus moi qui fais le montage, c'est plus moi qui m'emmerde avec tout ça. Toi, t'es juste la face cam, quoi. T'es Ouais, devant la c'est ça. caméra. Voilà, j'arrive, le contenu est prêt. Bon, le contenu, c'est moi, de toute façon. Mais voilà, tout est prêt, en fait. Tout est prêt. Et waouh, le temps que je gagnerais. Parce que ça me prend... Enfin, c'est un métier, hein. Ah oui, bien sûr. C'est un métier, donc je saurais même pas te dire à combien d'heures j'en suis. Et du coup, pendant que toi... Parce que du coup, même si j'ai un budget limité, c'est quand même toi qui seras le premier consulté. Merci, c'est sympa. Tant pis. Faut savoir faire croquer les gens du gang. Non, mais c'est vrai. Du coup, pendant que toi, tu seras en train de faire le montage et de... Je te préviens, par contre, quand tu feras le montage, il y aura des moments un peu bizarres parce qu'il y a quand mon chien tousse ou se gratte ou qu'il rêve, c'est avec le... Ah, je Voilà. connais ça. Voilà. Il y a quand l'avion passe, quand je m'énerve, quand je m'insulte moi-même, sans stopper l'enregistrement. Donc tu risques d'y passer des heures toi aussi. Oui, et mais pendant ce t'inquiète, temps-là, tu n'es pas la seule. tu sais où je je te serai. rassure. Tu sais où je serai pendant ce temps-là? Je serai sur un bateau ou sur la plage. Je sais pas. On va faire une petite boat party. Après, moi, je serais sur le bateau en train de faire le montage. Si tu veux, il y a pas de problème. Mais moi, je me prendrai pas la tête Ouais, avec bien ça. sûr. Ouais, non, franchement, c'est vrai que le budget, parce qu'au final, c'est une constante hein, depuis le début de ma vie d'entrepreneur, l'absence de budget, donc tu fais tout seul. Le jour où tu as le budget pour, déjà en termes de qualité, tu passes un step hein, quand même, quand c'est quelqu'un dans ce métier qui le fait Ouais. pour toi, mais en termes de gain de temps. Parce qu'il y a le temps que ça prend de le faire, mais il y a aussi le temps que ça prend d'apprendre à le faire. Oui, bah oui, toute la phase d'apprentissage est longue. C'est ça. Donc après, une fois que c'est bon, ça roule, tu prends tes automatismes et ça va plus vite. Mais non, j'économiserai des heures, je partirai en vacances avec mon fils. Et une question qui me vient, parce que je vois que tu as quand même une déco, des plantes un peu zen. Ce Mhm. serait quoi ton décor de formation? Ce qui me vient, tu vois. Ah genre, là. comment tu vois ça? Mais tu sais que la plupart de mes formations individuelles, je les fais ici. Hein. Ok. Avant, je les faisais dans la couveuse d'entreprise qui m'a vu naître. Mais depuis que je les ai quittées, je fais ça dans mon salon et c'est encore mieux. Parce que bah ouais, je suis dans un environnement... Enfin, j'ai la chance d'avoir un appartement qui a de bonnes ondes, des bonnes ondes que j'espère entretenir. Voilà, on peut se mettre pieds nus, il y a un mandala au mur, ça n'a rien. Et puis là, pour le coup, ça casse un peu les clichés du commercial, corporate, dans Ouais, un bien sûr. bureau, etc. Quand tu viens en formation chez moi, t'es toi-même. Puis voilà. Donc ouais, je pense que le jour où j'aurai... Enfin, si j'en arrive là, si j'en arrive à vouloir avoir des locaux pour faire mes formations, bah, ce sera à l'image de chez moi. Ouais. Parce que de toute façon... Il y aura des plantes partout, quoi. Ouais, il y aura des plantes partout parce que les plantes, c'est la vie. Tu pourras venir avec ton chien, avec ton gosse. Allez. Moi, je prends les gens tels qu'ils sont. En fait, à force de répéter à mes clients, sois toi-même, et de les pousser dans cette direction, bah, moi-même, je suis de plus en plus... Je pensais pas que j'avais beaucoup de choses à me libérer, hein, Ouais. parce que j'ai jamais eu beaucoup de limites, beaucoup de complexes, ni rien du tout. Et bah là, c'est encore mieux. Donc ouais, faire les formations pieds Ok. nus dans un environnement sympa. T'as envie de te poser dehors, viens, on se pose dehors. Voilà, on se tutoie. Mais comme je suis avec mes élèves aussi, Ouais, hein, bien tu vois. sûr. Avec mes élèves, j'y arrive. Nature peinture, ils sont pareils. On se tutoie, on se vanne. Voilà, je pense que l'environnement, c'est comment toi, tu le crées aussi. C'est pas que les murs, hein. Ouais. Mais ouais, ce serait un studio à mon image. Ok, eh ben merci beaucoup. On va passer donc aux dernières petites questions que j'ai à te poser. Ok. Ma première question, c'est quel livre, quel podcast ou ressources tu recommanderais aux entrepreneurs, chefs d'entreprise qui nous regardent et qui pourraient les aider
justement dans cette recherche de trouver des clients, tu vois. Il y a un podcast vraiment sur l'entrepreneuriat que j'écoute régulièrement, ça s'appelle Bonne Réputation. Ok, je connais pas, tu vois. Ouais, il est chouette. Alors c'est vraiment focus sur le personal branding. Ok. Tu vois, en gros, c'est ta marque, c'est ton nom. Ok. Et comment tu as construit ça. Et j'aime bien, d'ailleurs j'en avais déjà parlé dans un de mes posts, c'est un podcast que j'aime bien parce que déjà, il y a pas mal d'invités que je connais de loin, que je suis sur les réseaux sociaux, il y en a certains que je connais dans la vraie vie, mais voilà, c'est des entrepreneurs qui ont le même âge que nous à peu près, voilà, c'est cette jeune génération avec cette vision fraîche, tu vois, du business, cette vision fraîche dans la technique de vente, fraîche dans l'approche, fraîche dans l'absence de prise de tête entre clients, on se tutoie, enfin voilà, tu vois, un truc plus naturel et moins guindé que ce qu'on a pu connaître nous en tant que salariés, tu vois. Et donc ouais, celui-là je l'aime bien, il est sans langue de bois. Et en termes d'autres ressources, si, il y a Nina Ramen. Nina Ramen que je suis, elle est dans la com aussi, elle a fait des challenges sur LinkedIn, etc. Ouais. J'ai acheté son bouquin, je me le suis fait offrir à Noël. Là, c'est vraiment focus sur la communication sur LinkedIn, le fait de poster des contenus, mais c'est une approche vraiment très accessible. Elle milite aussi pour que les femmes qui bien souvent n'osent pas prendre la parole sur la place publique y arrivent. Donc vraiment, c'est à la portée de toutes les compétences, tu vois, quelles que soient... les deux là que je viens de te citer, c'est très accessible. Ah, super, merci beaucoup. Avec plaisir. Ensuite, alors, je ne l'ai pas fait sur le premier intervenant, mais du coup, on va commencer avec toi parce que dans l'idée, j'avais 2 questions que j'aimais bien poser et finalement, j'ai changé entre le premier podcast et toi, donc ça va commencer avec toi. C'est quelle question, donc tu ne sais pas qui est le prochain intervenant, mais quelle question tu aimerais lui poser? Waouh. En lien avec le fait de vendre ses offres, j'imagine. Quelle a été sa pire expérience avec un prospect ou un client, tu vois? Un truc comme ça. Une anecdote d'une expérience commerciale, mais qui n'a pas tourné comme prévu. Ok. Tu vois? Ça a été le fiasco, quoi. Le fiasco qui peut avoir une fin heureuse, hein. Ouais, bien sûr. Mais la grosse goutte au front, quoi. Le quiproquo, le truc où t'es venu, toi, tu pensais, alors qu'en fait, non, pas du tout. Voilà, ça a été quoi l'expérience commerciale la plus bancale de son expérience d'entrepreneur? Voilà. Ok, super. Ça va être chouette. Parce qu'on apprend beaucoup dans les situations glissantes. Donc, voilà. Et comment il a fait pour s'en sortir? Ok, et c'est noté, je pose ça la prochaine personne qui passera. Et enfin, pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver? Réseaux sociaux, site internet, c'est en cours de construction. Le site internet, il est en cours de construction, mais il sera disponible dès le mois de septembre. Mais en gros, moi je m'appelle Charlotte Bourguet, ça s'écrit Bourguet. C'est important le oui, c'est important parce que sinon ça fait Bourget et ça on l'apprend en CP. Et qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent dans mon nom de toute ma vie, ça c'est arrivé, mais bon, c'est pas grave. Donc je précise, il faut le U, Bourguet. Donc je suis présente sur LinkedIn et sur LinkedIn tu trouves tout le reste. Il y a mon 06, mon site internet, mon Calendly si tu as envie de caler un rendez-vous, il y a tout sur mon LinkedIn. Donc si on veut vraiment te retrouver là où tu es la plus présente, tu l'as déjà dit, mais c'est LinkedIn, quoi. Exactement. LinkedIn, il y a toi, il y a tout. LinkedIn, il y a moi, il y a mes conseils, il y a mes événements. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois, il y a les événements que j'organise. Donc, si on veut me retrouver, c'est le meilleur moyen. Ok, super. Je te remercie infiniment d'être passé sur ce podcast, l'Odyssée des opportunités. Merci beaucoup. Avec C'était plaisir. Un très, très chouette échange. De toute façon, tu peux pas dire le contraire parce que c'est toi qui le tourne. Ouais, c'est clair. Écoute, merci Charlotte, mais bon, c'était naze. Merci à toi. Merci à toi d'être venu jusqu'à chez moi, d'avoir transformé mon salon en studio et de m'avoir posé toutes ces questions pertinentes. Je passe un très bon moment. Merci beaucoup. Plaisir. C'est l'heure de démonter tout le studio. Ouais. Bon, clap de fin du coup. Merci d'avoir écouté ou visionné cet épisode jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il vous a aidé à adapter votre stratégie de prospection pour qu'elle vous corresponde au mieux. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je vous invite à le partager autour de vous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur YouTube et sur les plateformes de streaming audio. Et si vous avez des suggestions d'invités pour les prochains épisodes, que vous connaissez un entrepreneur qui a une manière bien à lui de prospecter, alors faites-le moi savoir.
Et bien entendu, si vous avez besoin d'une vidéo pour votre entreprise, contactez-moi. Je serai ravi de transformer votre vision en une série d'images soigneusement orchestrées pour toucher le cœur de votre audience. C'était Aurélien Ibarart et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de l'Odyssée des opportunités.